Alors, j'ai vu que l'horloge s'est arrêtée. Alors, aidez-moi à souhaiter la bienvenue à Dr. Tony Coley qui a rejoint Roche Pharma Canada en septembre 2022 en tant que vice-président et chef des affaires médicales et réglementaires. Sonny est médecin praticien en médecine interne et en soins intensifs et fait partie du corps professionnel à l'Université McMaster. En 2008-2009, Sonny figurait parmi les 40 meilleurs candidats astronautes de la campagne de recrutement de l'Agence spatiale canadienne et je suis sûr qu'on pourrait avoir une session entière juste sur ce sujet-là. Il est également un ancien élève de l'Université internationale de l'espace, un chirurgien de l'air formé par les forces canadiennes et a reçu une bourse de l'Agence spatiale canadienne au Johnson Space Center et Wiley Labs. Avec cette expérience unique, nous sommes ravis d'accueillir Sonny à la conférence pour parler de l'orientation du traitement dans les 5 prochaines années. Sonny parlera pendant environ 30 minutes et ensuite nous aurons une période de questions-réponses de 10 minutes. Alors, s'il vous plaît, utilisez le bouton questions-réponses QA sur la plateforme pour nous envoyer les questions. Alors, bienvenue. Merci Anne-Marie. Super, je suis vraiment heureux d'être ici et je suis désolé que mon background n'est pas aussi cool que celui de Gordon. Je suis dans ma chambre à coucher et j'avais pas de super background que je vais utiliser comme d'autres plateformes. Alors, c'est une très authentique représentation de moi-même. Alors, merci pour l'introduction, puis je dois dire que je suis pas juste un candidat, je suis un rejet du programme parce que j'ai été rejeté du programme, mais ça m'a aussi donné l'opportunité de suivre d'autres passions. Alors, ce que je vais discuter aujourd'hui, c'est les développements pharmaceutiques, mais ça, vraiment, ce que ça veut dire, c'est vraiment la perturbation et l'innovation, puis je veux vraiment un regard de ce qui s'en vient. Parce que c'est pas juste du côté pharmaceutique. Le chapeau que je porte aujourd'hui en représentant de Roche Canada et en tant que vice-président des affaires de réglementation, c'est relativement nouveau pour moi, puis je suis très heureux de parler au nom de Roche et tous mes collègues là-bas. Alors, sans plus tarder, d'abord, j'aimerais juste faire un survol. Je veux parler de mon histoire. Puis la raison que je donne mon histoire, c'est que c'est vraiment une histoire sur comment on utilise les gens, la technologie et la science. Et ça, comment ça peut vraiment donner une forme aux soins de la santé. Puis ça, c'est un beau pont vers l'historique de la pharmaceutique. Parce que utiliser la puissance des gens, la technologie, la science peut aussi être un vraiment catalyseur de soins pharmaceutiques et pour les gens avec le cancer. Puis c'est un beau pont vers un point de vue global de ce que ça va avoir l'air quand ça va être personnalisé à ton cancer, ton génome et ton métabolisme. Et aussi, cette histoire-là ne serait pas complète sans une brève discussion de l'intelligence artificielle et les données. Alors, c'est beaucoup à couvrir en 30 minutes. Ça va être vraiment un survol général, mais c'est ça que j'aimerais faire aujourd'hui. Alors, certainement, des choses que je dois mentionner. Je représente Roche Canada. Les vues ici sont entièrement les voix. Il n'y a personne chez Roche qui a influencé. Je suis un médecin, un scientifique. Je travaille encore comme un spécialiste en soins intensifs et en médecine interne à l'hôpital à Toronto pendant 17 ans et pendant plus que 10 ans, j'utilise les principes et je veux couper la thèse que le soin à la maison euh, avec les gens et la technologie peut réparer beaucoup des défis qu'on a dans le système. Je vais parler de ça. Alors, moi, le survol que je vais parler aujourd'hui, c'est très spéculatif, mais c'est basé sur les tendances en pharma, les soins de santé, la technologie. Et certains d'entre vous vont être d'accord que quand vous allez voir ce sommaire-là, c'est en fait très proche de la vérité. Il y a des gens aujourd'hui qui ont de l'expérience avec ces concepts-là aujourd'hui. Alors, on a juste besoin de l'augmenter. Alors, mon histoire, ça commence en 2010. Ça, c'est l'année où Port-au-Prince, en Haïti, a eu le grand tremblement de terre. Alors, 1 million de gens étaient sans abri et un quart de million de personnes sont mortes instantanément. Et ça, c'est leur version de la rue Bloor, une rue remplie de restaurants, de commerces, plein d'activités. Et maintenant, c'est un désastre.
Christian Health, qui était un bénévole là, pour cette photo. Alors moi, j'étais bénévole là-bas, projet Médéchère de l'Université de Miami, et ils soutiennent des gens partout dans le monde qui viennent faire du travail, même pour juste une semaine. Alors, une grande plug pour l'organisation si jamais vous voulez devenir bénévole. Ça, c'est un hôpital dans les proches de Port-au-Prince. L'infrastructure, c'était le seul hôpital avec des soins critiques et soins intensifs dans tout Port-au-Prince. Alors, comme on dit, si vous le construisez, ils vont venir, ils vont passer tous les obstacles personnels, logistiques pour venir à l'hôpital. Et comme vous pouvez vous imaginer, quand vous êtes à la porte, toutes sortes de gens essayent de rentrer. Alors, il fallait qu'on ait des gardes de sécurité armés, des gens qui parlaient le créole pour aider le triage et la traduction. Un tout petit hôpital basé sur nos standards. Alors, c'est tout ce que les gens avaient. Alors, ça, par exemple, ça, c'est leur exemple de transit public. Un petit autobus qui ont amené des gens qui étaient juste couchés à l'arrière de l'autobus, et on faisait juste les prendre et on leur donnait le meilleur soin possible. Vous savez, quand moi j'étais là en tant que bénévole, j'ai trouvé un, un- une bénévole de Floride qui était venue à Haïti pendant le désastre, euh, pendant la crise de subprime aux États-Unis. Elle fait du bon travail. Elle n'avait pas besoin de s'inquiéter de sa maison qui valait plus rien. Puis elle pouvait juste être une infirmière. Puis elle avait des douleurs thoraciques, et dans l'hôpital, on n'avait pas de machine ECG. C'est comme un comptable qui n'avait pas de calculatrice. Alors, on a MacGyveré, nous et d'autres bénévoles, un ECG cassé. Puis, elle, au lieu de dépenser tout son argent pour retourner à Miami, on a été capable de la diagnostiquer, on a été capable de la traiter sur le terrain. Et quand elle est retournée dans la petite ville, dans la banlieue de Port-au-Prince, je me suis dit, wow, elle n'aura pas de soins de suivi, il faut que je la suive. Alors, genre, buvant une bière haïtienne, on a eu un moment eureka, on regardait nos téléphones, puis on se rendait compte que à l'époque, ça avait le pouvoir de pouvoir prendre la mission Apollo à la Lune et revenir. Puis là, maintenant, hein, on pouvait dire qu'on pouvait faire plein de choses, mais en 2010, c'était pas utilisé de façon comme ça pour les soins de santé. Alors, j'ai eu ce moment Eureka. Pourquoi ne pas utiliser ça pour nous connecter, pour que je puisse lui donner des meilleurs soins dans un environnement plus naturel, sa maison? Alors, je suis allé dans mon garage, j'ai essayé de bâtir le premier euh, ECG sans fil iPhone Android. Et pendant ce temps-là, j'ai trouvé d'autres Canadiens qui étaient très passionnés par ce problème-là que j'essayais de régler. Alors, essayons de donner des soins de façon significative dans la maison. Je veux pas dire de collecter des pas, mais je veux dire la fidélité d'une infirmière, de docteur, d'une institution dans la maison. Et il y a une entité qui s'appelle XPRIZE en Californie qui aide à réparer plusieurs des défis dans le monde. Alors, le premier XPRIZE a été payé par Anousheh Ansari, ce qui veut dire qu'on pouvait mettre des avions en haute orbite 2 fois dans un mois, et le gagnant serait donné, on donnerait 10 millions. Et plusieurs compagnies ont compétitionné. C'est Elon Musk et Richard Branson. Ils ont 2 compagnies qui ont compétitionné. Ils ont dépensé 50 millions pour gagner le 10 millions. Mais le but, c'était de pousser le développement d'une nouvelle industrie. Alors, plusieurs années plus tard, nous avons maintenant une industrie spatiale privée qui vaut des trillions de dollars. Et vous allez en entendre plus. Alors, même chose, le Express a décidé, voyant le tsunami, le manque de ressources pour le soin aux civils, est-ce qu'on peut prouver qu'on peut prendre soin des gens à la maison? Alors, ils ont créé une autre compétition qui s'appelle le Enterprise Tricorder Competition, qui était inspirée par, encore une fois, je donne mon âge, Dr. McCoy avec son tricorder de Star Trek. Alors, est-ce qu'on peut prouver qu'un gens avec quelque chose dans sa main pourrait diagnostiquer plus de 50 conditions et qu'ils auraient tout ce qu'il faut pour gérer ces conditions-là, mais avec la sophistication de l'éducation de grade A? Alors, 330 compagnies ont compétitionné. Nous, on a créé notre propre tricorder.
C'était un laboratoire maison, le sputum, le sang, l'urine, aussi une interface dans un téléphone intelligent, les analytiques, l'intelligence artificielle pour analyser tout ce qu'on collectait, puis quelque chose qu'on portait autour du cou. Alors, on avait nos 3 appareils qui un peu on a appelé ça Vital Day et on a été très chanceux. On était la première compagnie canadienne à gagner un X-Prize. Alors, cette diapo, je la montre parce que c'est important de comprendre que ça a pris un village de gens plein d'expertise, des défenseurs des droits patients, des designers d'interface, des designers industriels, des gens d'ordinateurs, toutes sortes d'expertises pour que ça arrive. Ça a pris un village. Alors, tout ce projet-là a été créé en utilisant la technologie, en donnant le pouvoir aux gens, qui fait comprendre la puissance de cette technologie, puis aussi la science. La science, pendant qu'on testait, pendant qu'on prouvait les théories, les fonctionnalités, ce trio-là est une combinaison très puissante et c'est une histoire et un besoin récurrent dans la façon dont nous, on pense réparer nos soins de santé. Ces trois choses-là, on en a besoin pour bouger les montagnes. Et voici aujourd'hui, notre équipe est devenue une compagnie et avant que moi j'aille à Roche, j'étais cofondateur et directeur médical principal. Et vraiment, on a un besoin pour les soins virtuels et comme beaucoup d'organisations canadiennes et à travers le monde, on a créé cette infrastructure. Mais même avant la pandémie, on avait un besoin pour ça. Le gros mot en Ontario, c'était la médecine de couloir. Les gens ne pouvaient pas recevoir des soins qui étaient couchés là parce qu'il n'y avait pas de lit. Et on a essayé de réparer ce problème-là en donnant le pouvoir aux organisations de ramener le soin à la maison avec des plateformes de gestion de patients basées sur l'info nuagique, sur les téléphones intelligents et les autres appareils portables. Naturellement, il faut la science. Alors, les gens, c'est une chose, la technologie, c'en est une autre, mais la troisième, que les soins de santé ont besoin pour prouver que la technologie va faire une différence, prouver que c'est sécuritaire, prouver que c'est efficace, qu'il y a un bienfait, il faut la science. Alors, on a un gros institut de santé publique, probablement un joyau du Canada, une organisation la plus importante avec Master. Ils ont fait de la critique signal pour prouver qu'une plateforme comme ça, et ça, c'est des patients pas chirurgie et drôlement, euh, un des fonds qu'ils ont utilisé pour payer pour cette recherche a été donné par un, 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 a été payé par Roche et je ne le savais pas à l'époque, mais c'est juste une anecdote drôle aussi. Alors, quand on pense du processus que cette technologie-là, de l'inception dans un garage jusqu'aux maisons des gens au Canada, encore une fois, les principes, c'était les gens, la technologie est prouvée avec la science avant que ça puisse être adopté dans un système de santé qui est très complexe avec plusieurs parties. Alors, le processus pharmaceutique est très similaire. Si on revient à 3000 BC, quand la chirurgie, c'était un des seuls traitements qu'on avait, les thérapies ayurvédiques, homéopathiques aussi faisaient partie du soin contre le cancer, jusqu'en 1900, quand Marie et Pierre Curie ont utilisé la radiation rudimentaire pour traiter les tumeurs, et ensuite l'arrivée de la chimiothérapie, qui est un moment époque de des traitements. Puis ensuite, les 1980, on a commencé à voir les anticorps monoclonaux qui laissent certains cancers et on commencé à changer les résultats. Et ensuite, les checkpoint inhibitors. Et maintenant, on fait de la thérapie génique et cellulaire qui sont même pas sur cette diapo-là. Mais ça, c'est la prochaine époque en oncologie moderne. Mais cette histoire-là a été façonnée par les immunologues, les gens étudiant les cellules et trouver le génome et comprendre les protéines et comment les protéines se plient dans notre corps pour qu'on ait des cibles qui adressent ces protéines-là et qui peuvent influencer la croissance du cancer. Encore une fois,
c'est une histoire d'utiliser le pouvoir des gens, de la technologie et des sciences, une confluence de facteurs pour vraiment façonner les soins de cancer. Et Roche a certainement eu un rôle à jouer comme beaucoup de compagnies. C'est pas Roche tout seul, mais Roche, ce qui est intéressant ici, c'est quand on regarde l'époque de des thérapies ciblées, les deux premières qui ont été approuvées ont été Avastin et Herceptin. Et si on les voit sur la diapo, c'est probablement difficile à voir ici, mais ça, c'est un des cadeaux de Roche aux soins en cancérologie. Alors, certainement, ils font partie de cette histoire-là. Alors, si on regarde cette diapo-là, ici à droite, c'est une cellule cancéreuse. Et en bas, c'est des cellules T qui sont importantes à réguler comment le cancer croît et aussi les détruire. Et comme vous pouvez voir, le plus on évolue à cause de la biologie cellulaire et l'immunologie, on comprend les plusieurs centaines et même millions de cibles qui sont à notre disposition pour cibler, pour éviter les effets systémiques de la chimiothérapie parce qu'on fait juste cibler le cancer et on évite le dommage aux cellules normales et aux organes. Alors, ce papier-là adresse certaines de ces cellules-là. Et Roche est un de plusieurs compagnies qui regardent toutes ces cibles-là et les mécanismes d'action pour déterminer si eux peuvent influencer la croissance de certains types de cancers. Alors, si vous pensez à ce qui est arrivé l'année passée, alors AlphaFold, qui est euh, un algorithme d'intelligence artificielle qui a été créé par DeepMind, une compagnie en Grande-Bretagne qui est la propriété de Google, voulait prouver qu'il pouvait comprendre la structure 3D d'une protéine et prédire la structure. Alors, premièrement, ils ont prédit avec 365 protéines l'année passée et l'année passée, dans ce papier dans Nature, ils ont prouvé qu'ils pouvaient démontrer avec quand même beaucoup de précision qu'il y avait plus de 2 millions de protéines, soit humaines ou bactériennes. Alors, imaginez le nombre de cibles qu'on vient de trouver avec ce genre de travail-là. Puis encore une fois, ça, c'est pas une compagnie de soins de santé, c'est pas le gouvernement, c'est une compagnie de technologie privée qui ont créé ça. Et le pouvoir de ça, c'est que ça a créé le développement de d'autres organisations de données technologiques pour essayer d'avoir d'autres, alors Meta AI, anciennement Facebook, ont créé une technologie similaire qui, en fait, ont regardé les protéines qui viennent de sources non conventionnelles, euh, la, la, la terre, les injections, l'eau, ont trouvé 16 millions de protéines et ils n'ont pas le pouvoir de prédiction. Et ça, c'est en fait juste la semaine dernière. Mais alors, c'est beaucoup plus rapide que AlphaFold. Et la puissance de ça, la raison, la technologie, c'est une partie de la science et les gens sont des ingrédients importants pour que cette recette-là puisse être utilisée pour influencer les points de cancer. C'est ça ici. Alors, GitHub, si vous n'êtes pas dans la science informatique, c'est un endroit où on peut mettre tous les algorithmes d'ordinateurs et de programmes. Et Facebook et Google ont décidé de partager leurs programmes pour le monde entier. Alors, n'importe qui est assis n'importe où avec un ordinateur, qui a l'expertise, peut maintenant utiliser ces algorithmes-là et d'une façon à source ouverte. Pour- alors, ils ont démocratisé les soins de santé avec les compagnies qui ont décidé d'ouvrir la source et de partager ce savoir-là et ces avancements-là. Alors, c'est immense. Et comme vous pouvez vous imaginer, les académiques et les compagnies privées jouent le rôle dans comment ça va évoluer, comment ça va se traduire, et du côté des algorithmes jusqu'au côté clinique. Alors, Roche, euh, ça prend un village. Une compagnie ne peut pas faire ça. Alors, Google, Facebook, ils ont certainement créé un cadre pour les algorithmes à intelligence artificielle pour créer une nouvelle force de données, mais ça prend tous les autres joueurs, le privé, l'académique, le gouvernemental, les gens qui sont assis à leur bureau à la maison, qui trouvent des nouvelles découvertes pour que
tout ça se passe, les roches n'est pas différente. Alors pour que nous, on accélère notre propre croissance dans les soins en oncologie, il faut qu'on fasse des partenariats avec plein d'organisations. Ça a été un testament à notre croyance qu'on ne peut pas le faire tout seul. Ça prend un village de gens. On utilise la technologie, on utilise la science et la confluence de ces trois choses-là peuvent vraiment bouger les montagnes. Alors, bien sûr, quand on passe des soins en cancérologie, c'est pas juste les médicaments. Il faut s'assurer que les bons patients reçoivent les bons médicaments au bon moment. Et c'est là qu'on commence à regarder à d'autres technologies convergentes et comment ça peut influencer les soins en cancérologie. Alors, comme vous savez, la chimiothérapie, c'était une approche un pour tous. Ça a fonctionné, mais ça a des effets secondaires et des limitations. Et quand on a commencé à réaliser qu'on pouvait cibler certains cancers basés sur leurs expressions de différentes protéines, euh, avec des immunothérapies euh, ciblées. Alors ça a été un grand moment en oncologie. On a eu des diagnostics d'accompagnement pour déterminer la thérapie qu'une personne a besoin. Et Roche est certainement un leader international là-dedans. C'est une compagnie qui ont un bras pharmaceutique et de diagnostic. Puis, naturellement, on n'a pas fait un bon travail à mettre les deux ensemble, mais on fait mieux maintenant. Puis, on a réalisé que vraiment pour personnaliser les soins, personnaliser les soins en cancérologie, il faut s'assurer que les connexions soient complets et très ciblés. Alors, le présent est maintenant. On commence à créer des diagnostics accompagnants aux thérapies de cancer et à l'avenir, les données significatives, les analytiques avancées, on peut vraiment cibler pour vraiment réduire les effets secondaires puis augmenter les bienfaits des nouvelles molécules qui s'en viennent. Alors, on n'est pas seul là-dedans, plein de compagnies à travers le monde font ça. Encore une fois, ça prend un village. Voici un exemple des sortes d'engagements euh, qui sont nécessaires du recherche et développement et d'innovation. Voici les 10 compagnies au niveau de dépenses en recherche et développement. Et vous allez voir que la plupart des compagnies pharmaceutiques sont dans les top 20. Puis Roche est numéro 8 ici. On voit Amazon, Apple, Google aussi, Microsoft, et vous pouvez voir ici, des dizaines de milliards de dollars sont dépensés par les organisations en recherche et développement. Et c'est ça qu'on a besoin pour créer la prochaine révolution où les pharmaceutiques sont personnalisés et ciblés par des cellules spécifiques que vous exprimez, que vos cellules, votre génome sont spécifiques à vous. Ça, c'est l'investissement dont on a besoin. C'est pas juste Roche, ça prend un village. Toutes ces entités-là jouent un rôle, mais à l'intérieur de Roche, où est-ce qu'ils dépensent la recherche et le développement? Alors, il y a plusieurs enjeux de développement dans l'organisation et la monnaie que la plupart des gens peuvent utiliser ici, c'est les données. Comme j'ai mentionné, AlphaFold, Meta AI, qui ont découvert les structures de protéines, des millions, des centaines de millions de protéines. Mais à l'intérieur de Roche, comment est-ce qu'on va utiliser ces données-là de façon significative pour identifier les nouvelles cibles, pour individualiser le soin de cancer? On va prendre un écosystème de partenaires à l'intérieur de Roche, certaines sont des acquisitions, d'autres à l'extérieur. Et c'est une vision singulière. Créons des thérapies pour s'assurer que la bonne innovation est donnée au bon patient au bon moment et le plus tôt possible. Alors, parlant de données en tant que monnaie, alors pour la prochaine révolution, voici un annonce d'hier, et ça, c'est du Global Mail. Il y a quelques heures à peine, le ministre de Santé fédéral a donné un défi à toutes les provinces avec une tâche. Est-ce qu'on peut créer un système de données national et en échange, tout l'argent qui a été retenu des provinces va être redonné. C'est un beau travail, mais je pense que c'est nécessaire. Et même avant d'être en ligne, Anaï partageait une histoire on a tous des histoires comme ça où eu, on a eu l'expérience des silos dans le système. Alors, notre médecin généraliste ne sait pas ce que le chirurgien a fait. La pharmacie n'a pas accès. C'est tellement en silo.
ça crée de la fragmentation, c'est inefficace. Ça veut dire qu'on a des mauvais résultats. On a besoin de réparer ce problème-là. Et un système de données national, c'est une étape de plus vers ça. Et c'est une étape pour aider notre système de santé. Et quand je porte pas mon chapeau roche, je porte mon chapeau de médecin, je vois des burn-out et ça n'a jamais été aussi pire dans la première ligne. Et je suis très fier de notre système national de santé. Je pense que ça ici, ça fait partie du avoir tout le monde qui travaille ensemble pour créer un système où on peut partager les données ouvertement et améliorer les résultats. Et ça, c'est vraiment bon pour la cancérologie. Alors, fondamentalement, pour que nous, on utilise les gens, la technologie et la science, ça prend des engagements avec les communautés de patients. Et Roche, c'est un exemple, ils ont un engagement vers ça. Alors, naturellement, la pandémie a posé beaucoup de problèmes à différents joueurs et aussi, par exemple, les communautés de patients, les choses comme ça. On a vraiment un engagement vers ça et toutes les compagnies devraient être en train de faire ça parce que c'est comme ça qu'on va changer les résultats. Il faut vraiment qu'on travaille ensemble et les patients sont la partie la plus importante de l'histoire. Et ça, c'est une des raisons pourquoi je me suis joint à Roche. Alors, je suis parti des startups du monde numérique parce que leur mantra, c'est faire aujourd'hui ce que les patients ont besoin demain. Ça, j'en ai parlé, ça résonne avec moi et mon histoire. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. J'aimerais vraiment beaucoup répondre aux questions. Merci beaucoup, Tony. Et d'abord et avant tout, je dois dire à quel point je suis impressionné avec le travail que tu as fait à Haïti et comment tu définis cette expérience et comment tu l'appliques au monde de l'écosystème de soins en cancérologie, au travail que tu fais aujourd'hui. C'est comme si c'était ta destinée aujourd'hui, basée sur ton expérience. Merci beaucoup pour le travail que tu as fait. On a beaucoup de questions. Je vais commencer avec une question qui est un peu en utilisant ton langage de ça prend un village. Alors, alors, pas juste dans les soins de santé, mais il y a beaucoup de nouveaux partenariats, de relations, de collaborations qui sont formées et il y a vraiment un désir de faire ça. Comment est-ce qu'on met de l'action vers des meilleures collaborations? Quelles étapes dois-tu prendre pour créer un village, pour qu'il y ait des bienfaits? Alors, quelles sortes de nouvelles relations de collaboration? Comment est-ce qu'on facilite tout ce travail-là? Superbe question. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, Anne-Marie, mais les principes au centre de ça que moi je trouve qui sont utiles, c'est pour catalyser ces relations. Par exemple, mon ancienne startup, elle a pris un hôpital qui avait un problème avec des patients. Ils voulaient trouver une solution. Ils ont trouvé une innovation. Et ça, c'était la compagnie. Mais ça, c'est un exemple. Mais il y a plusieurs compagnies qui peuvent créer plein de solutions. Il faut y croire, il faut devenir un champion. Et ensemble, il faut dire, on va rentrer et on va régler. Alors, ça prend des partenaires engagés. C'est pourquoi, des fois, les pilotes ne fonctionnent pas. Parce que le pilote sous-entend qu'on n'est déjà pas vraiment engagé, qu'on ne veut pas un engagement. Alors, la nature d'un pilote, ça veut dire qu'on lui donne des choses pour euh, faillir. Alors, quand on est honnête avec ce qu'on veut dans les résultats et on donne les ressources pour s'assurer que les résultats sont au rendez-vous. Ça, c'est important. Puis, n'ayez pas peur d'aller vers le non conventionnel. Quand on voit du public, privé ou des abus non lucratifs, ben, on se demande d'où est-ce que ça vient. Et en fait, ils sont tous en ligne avec les mêmes objectifs. L'argent vient. Anne-Marie, quand on prend des décisions basées sur les propositions de business, on perd. Quand on regarde dans quelque chose de plus grand, l'argent suit. Quand on travaille fort et qu'on a de la passion, et ensuite, quand on crée une solution
qui gère un revenu qui va payer pour le projet. Tant que c'est efficace, ça va faire un profit. Alors ensuite, je pense que si on fait juste suivre de l'argent, on perd, on est perdant. Alors, une autre question, c'est qu'est-ce que les patients, les groupes patients, qu'est-ce qu'ils peuvent faire spécifiquement pour courir vers un avenir comme ça? Et merci encore une fois pour souligner l'importance des patients et des groupes patients. Je pense qu'il y a beaucoup de désir de comprendre les spécifiques sur comment est-ce qu'on fait ça. C'est quoi les étapes qu'on doit prendre aujourd'hui? Je suis tellement content que tu aies posé ça. Je vais partager une histoire. Alors, comme beaucoup de mes collègues, docteurs, infirmières, je me sentais en burn-out. Dans les hôpitaux, tout le monde se sent en burn-out. Et je me disais peut-être que je devrais demander pour de l'aide. Je pouvais pas communiquer avec mon généraliste. Je pouvais pas gérer les défis pendant mes heures. C'était juste un défi après un autre. Et tout d'un coup, on a tous eu des problèmes de santé mentale, pas juste pendant la pandémie, mais même avant, mais le système n'est pas créé pour optimiser la livraison des soins parce qu'il faut que ça soit au bon moment pour vraiment avoir un impact et ça doit être un soin complexe et ça doit être soutenu. Alors, pour moi, je pense que les groupes patients jouent un rôle, c'est reconnaître un besoin dans leur groupe, de trouver des partenariats pour remplir ces trous-là, pour travailler ensemble pour trouver une solution. Et ça veut dire être le catalyseur qui remplit le pont entre le privé, le public ou le à but non lucratif et à but lucratif. Parce qu'avec le patient au centre, sans le patient au centre, ça va tout tomber en ruine. Et ça crée un cercle de confiance pour dire que on fait confiance à Novartis, à Pfizer, à Roche, et on fait confiance à l'organisation aussi, Loblaws, Shoppers, Best Buy. Et on fait confiance à notre organisation de santé provinciale qui donne les soins. Et voici le problème. Il n'y a aucun de vous qui est en train de régler le problème, mais nous, on est le groupe patient. Mais venez tous ensemble pour créer le puzzle, parce que comme on a dit, il faut un village. OK, alors ici, je vais plugger notre Craig Lixet, euh, qui parle des patients comme les, les perturbateurs, que ce soit les pharmaceutiques. Alors, il met vraiment les patients en tant que perturbateurs et comme toi, au centre. Alors, ici, est-ce qu'on pense que l'IA peut vraiment amener des avancements et plus que juste les analytiques et les algorithmes? Est-ce que tu peux vraiment créer quelque chose dans les soins? Oui, c'est une bonne question. Il y a plusieurs startups. Toute leur proposition de valeur, c'est de créer une infrastructure qui peut accélérer le développement de médicaments, trouver les nouvelles cibles, prouver qu'il y a un potentiel substantif pour réaliser les bienfaits thérapeutiques. Et tout ça est basé sur l'IA. Parce que, honnêtement, les milliards de paramètres qu'on a besoin pour que ça arrive, c'est un système d'IA qui va nous donner l'opportunité de faire ça. Autrement, on n'y arrivera pas. Une autre question qu'on a ici, c'est que tu as mentionné que le traitement, c'est pas juste le médicament. Puis je pense que Roche, c'est un super exemple. Vous avez une compagnie de diagnostic et diabète. Alors, de quoi est-ce qu'on peut s'attendre de l'industrie pharmaceutique en général pour ce qui est d'élargir les traitements, pas juste les médicaments, mais aussi inclure les diagnostics d'accompagnement? Moi, j'espère et j'en vois déjà dans mon nouveau rôle et je viens de commencer à avoir un sentiment de ce qui se passe. Mais un exemple, par exemple, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai trouvé que pour un sorte de cancer, il y a une compagnie qui faisait la molécule, trouvé que c'était un bienfait. Une autre compagnie qui était un compétiteur a fait le diagnostic d'accompagnement, mais ils travaillent ensemble pour améliorer les soins d'une sorte de cancer. Et ça, c'est un signe de ce qui s'en vient. De, de réaliser que les organisations peuvent plus aller ensemble, peuvent plus être des compétiteurs, ils doivent travailler ensemble.
Et je pense que tu as créé ça comme un centre et une perturbation dans l'écosystème et comment ils doivent travailler ensemble de plus en plus et de façon fondamentale. Alors, une autre question aussi, euh, pour ce qui est du burn-out professionnel, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour adresser le problème? Oh, alors, je suis tellement heureux que tu as posé la question. Je pense que ça commence en reconnaissant qu'on a besoin de plus de talent dans le pays. Il faut s'engager dans nos jeunes, les encourager à avoir une vocation en soins de santé, commencer pour l'avenir. Je pense pas qu'il y ait de solution facile aujourd'hui. On va falloir vivre avec la douleur pour cette génération-ci, mais il y a beaucoup de potentiel à l'avenir. Alors, une stratégie de données nationale, ça veut dire qu'on peut être plus efficace, euh, trouver euh, les barrières et gérer les barrières. Alors, si moi, je peux automatiser le travail que je fais en tant que médecin, ça veut dire que je peux traiter plus de gens de façon plus complète avec des meilleurs résultats. Alors, ça, c'est où la technologie peut aider. Alors, s'engager en technologie, innovation, euh, éducation future. Et en ce moment, on perd trop de nos médecins, trop de nos infirmières, mais il n'y a juste pas assez de gens, puis pas assez de gens on, on, on épuise notre capital humain. Alors, ouvrir nos frontières pour le talent d'autres pays et faciliter leur formation ici au Canada pour qu'ils puissent intégrer notre écosystème. J'ai rencontré trop de conducteurs Uber qui sont des infirmières et des médecins, des technologistes dans d'autres pays. On doit régler ce problème-là. Oui, je suis allé à une séance qui était avec plusieurs gens en soins de santé la semaine dernière. Et eux, c'était des équipes de santé familiale et les sortes de soins que eux pouvaient donner en tant que direction. Et je veux finir sur un dernier point, Sally, et je suis tellement heureuse que tu aies mentionné, et c'était au parfait moment, l'idée d'une structure de données nationale qui est sortie du caucus cette semaine. Alors, c'est quoi les bienfaits que tu vois en allant dans cette direction-là? Le cancer, c'est un de nos plus grands problèmes en santé. Et comment est-ce que des données nationales, comment est-ce que ça va aider à pousser les choses vers l'avant, à avancer les choses? Alors, je vais donner un exemple pour répondre à la question. Puis alors, docteur A dans province A voit un patient qui a une complication pour le traitement, mais ce traitement-là a été donné dans un centre tertiaire. Eux vont sur le système connecté provincial et ils n'ont pas d'accès au dossier de cette institution-là. Et le patient ne se rappelle pas qu'est-ce qui lui a été donné, la dose qui lui a été donnée. Alors là, on opère dans un vacuum. On ne sait pas, on donne les meilleurs soins qu'on peut, mais là, il faut demander pour les dossiers euh, et puis imaginer les délais, le processus et comment ça a un impact sur les soins. Le, alors, Dr. B est en province B qui a un système de dossier provincial. C'est pas une option, c'est obligatoire. C'est peut-être un hôpital tertiaire, communautaire. Il faut participer dans le programme. Maintenant, je suis un médecin. J'ai de l'information en temps réel, les notes de l'infirmière, les points de contact pour ce patient-là, l'appel qu'ils ont eu l'avant et le médicament qu'ils ont reçu et quand ils l'ont reçu, puis c'est quoi le pronostic, c'est quoi le plan de soins. Immédiatement, je peux identifier la molécule, les effets secondaires. Ah, ben ça, c'est un effet secondaire commun pour ça, puis voici le traitement. Instantanément, une opportunité d'avoir un impact sur les soins de santé de ce patient-là, puis améliorer les résultats. Alors, pour moi, c'est tellement, pour- c'est évident qu'on doit en avoir un. Et on ne vit pas dans cette réalité-là en ce moment. Tout est encore. Alors, merci pour une réponse tellement claire à une question très compliquée. Et merci à nos spectateurs pour les questions. Et Sonny, merci à toi.
Je sais que tu es nouveau dans ton rôle chez Roche. Bonne chance, heu, maintenant que tu embarques dans ton nouveau chemin, ton nouveau parcours et merci beaucoup pour le mantra de suivre la science, utiliser les gens et utilise la technologie et on va avoir du succès et merci pour ton temps aujourd'hui.